Bonsoir Madeleine Mukamabanon. Bonsoir Monsieur Kadirima. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation ce soir. J'aimerais bien vous poser quelques questions par rapport à la situation entre le Rwanda et la France qui sont d'actualité. Comme vous le savez, d'abord je vais vous présenter. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé longtemps à Radio France Internationale et en France Culture. En 2000, vous avez obtenu le prix international de correspondant de guerre, le prix Bayet. C'est suite à un documentaire radiophonique de plusieurs heures sur les lendemains du génocide au Rwanda. Je sais qu'en plus, la question sur le rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda est une question qui vous interpelle particulièrement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont déçus par le fait que le président Macron n'a pas présenté les excuses de la France? Non, pas du tout. Je pense que je vais plutôt vous décevoir. Je n'étais pas déçue parce que je ne m'attendais pas à des excuses. Et ça pour plusieurs raisons. J'en évoquerai juste peut-être trois. Deux qui sont liées au contexte français. On est en France à 10 mois des élections présidentielles. Le président Macron, président sortant, sera candidat. En France aujourd'hui, il y a la montée de l'extrême droite avec des discours souverainistes. On ne touche pas à la France. On ne dit pas du mal de la France. On montre les étrangers du doigt. Et ce discours, on commence, en tout cas le discours souverainiste, pas toutes les idées de l'extrême droite, mais le discours souverainiste, il n'est plus réservé à l'extrême droite. On le retrouve dans les partis de la droite classique, ce qu'on appelle la droite républicaine, mais aussi chez certains politiciens de gauche. Aujourd'hui, un président français qui va présenter ses excuses à l'étranger, c'est pratiquement politiquement suicidaire. Donc, moi, je m'attendais, et je pense que le président Macron est assez pour éviter, tout le monde l'attendait au tournant. Il a évité ça. La deuxième raison pour laquelle je ne m'attendais pas à des excuses, qui a toujours eu du mal à regarder derrière ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle a fait. On peut donner quelques exemples, qu'il s'agisse de massacres coloniaux comme à Madagascar, qu'il s'agit de la collaboration du gouvernement français, le gouvernement de Pétain, avec les nazis dans la déportation des Juifs, ou des massacres des civils, ou de la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie. La France a eu du mal à reconnaître cela. Madagascar, pas vraiment de reconnaissance. L'Algérie, c'est un dancing, mais ce n'est pas des excuses. Et il a fallu 50 ans pour que la France reconnaisse le rôle du gouvernement de Vichy, donc le rôle du gouvernement français de l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la déportation des Juifs. Et en fait, quand on dit excuse, tout de suite ici, les gens disent, ça y est, on va commencer à battre la courbe, c'est la repentance. Et qui dit repentance, dit réparation. C'est la différence entre la France et l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne n'a pas hésité, mais ça c'était inévitable, à reconnaître son rôle dans le génocide contre les Juifs. L'Allemagne vient de reconnaître là, ces jours-ci, le génocide en Namibie contre les héros, qui sera accompagné de réparation. Il y a cette idée de réparation aussi que la France ne veut pas, ou les politiciens français n'auraient jamais envisagé ça. D'ailleurs, on ne peut pas les décréter comme ça, c'est quelque chose qui doit passer par l'Assemblée nationale. Et à mon avis, je le dis comme ça, c'est théorique, une idée qui ne serait jamais passée. Mais il ne faut pas oublier aussi, oui, je vous oui, que des excuses, ça peut être facile. Et ça, pour moi, c'est la troisième raison qui est une raison personnelle pour laquelle
vous n'attendez pas des excuses et ne les espérez même pas. Des excuses dans un contexte de géopolitique comme ça servent souvent à enterrer les dossiers. Vous avez souvent entendu des phrases comme ça, nous avons présenté nos excuses, mais qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Comme si le fait de présenter des excuses effaçait totalement la faute. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut présenter des excuses sans reconnaître sa responsabilité. Comme on a entendu beaucoup d'hommes politiques parler d'aveuglement, c'était le cas de Sarkozy, d'autres d'égarement, d'autres d'erreurs de jugement. Ça voudrait dire quoi? Excusez-nous, nous avons soutenu un gouvernement qui a commis le génocide, mais c'est parce que nous nous sommes trompés d'analyse. Est-ce que vous, en tant que rescapé, carrément, vous êtes prêt à l'accepter ça? En tout cas, si le président Macron était venu en disant « je présente mes excuses, mais le gouvernement français a été aveuglé, il n'a pas compris ce qui se passait, il a encouragé les accords d'Arusha pour que ça débouche sur la démocratie, il ne savait pas que ça allait déboucher sur un génocide. » Personne, ça aurait été une gifle. En tout cas, moi, je l'aurais vécu comme une gifle. Ça aurait été une gifle pour tous les Rwandais et ça aurait été une gifle terrible pour les rescapés. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles je n'attendais pas des excuses et les 3 raisons qui font que je ne suis pas déçu que le président Macron n'ait pas présenté des excuses à Kigali. Alors, quelle est votre appréciation alors de ce qu'il a dit au Rwanda? J'ai trouvé comme... Macron, je vais dire. Oui, j'ai trouvé que ce que Macron a dit à Kigali est assez fort, plus fort que justement des excuses, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point il allait reconnaître les responsabilités. Et cette phrase, je la retiendrai toujours, je viens reconnaître nos responsabilités. Et j'ajouterai une autre partie qu'il a dit plus loin, la France savait et elle a ignoré même les mises en garde. J'ai trouvé ça fantastique. C'est-à-dire, la France a soutenu militairement, financièrement, diplomatiquement, un gouvernement qui est préparé et qui a fini par commettre le génocide en le sachant. C'est incroyable. Pour moi, c'est nettement plus important que n'importe quelle excuse parce que vous avez à la fois le rapport Duclerc qui est sorti, qui parle de responsabilité lourde et accablante de la France. Vous avez un président français en exercice qui dit la France savait. La France savait. Elle a même ignoré les mises en garde. J'ai dit tout à l'heure que les excuses pouvaient fermer un dossier. Moi, je trouve que ces phrases-là, je viens reconnaître nos responsabilités. La France savait. Ça ouvre des perspectives intéressantes. En tout cas, pour ceux qui veulent continuer à travailler sur ce dossier-là, dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine de l'histoire que dans le domaine de la justice. Vous avez dit que dans son discours, il y a des ouvertures qui peuvent être exploitées. Qu'entendez-vous par là, Madame Mukamabano? Justement, tout à l'heure, je disais que je n'aime pas les excuses parce qu'elles ont tendance à les enterrer. Alors que là, ce qu'il a fait, cette ouverture-là, il le dit lui-même d'ailleurs, en disant « c'est pas terminé ». La recherche de la vérité sur le génocide des Tutsis, la recherche de la vérité sur le rôle de la France n'est pas terminée. Il a ajouté qu'il invitait toutes les parties prenantes à ouvrir, tout n'a pas été exploré, à commencer par l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. C'était les Français qui étaient aux premières loges. Ce sont les militaires français qui étaient sur le lieu de l'accident. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait des preuves qui pouvaient indiquer peut-être qu'il était le tireur de missiles, etc. Vous savez, toute la saga des boîtes noires qui existaient, qui n'existaient pas.
Donc, jusqu'à présent, ça, c'est une partie opaque qui n'est pas traitée dans le rapport du clerc. Des archives de l'Élysée, des archives de Mitterrand, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous avez des personnalités comme l'un des conseillers de Mitterrand, de Grossouvre, qui s'est suicidé quand il a appris l'attaque contre l'avion de Abiyaramana et le début des massacres, en disant « ils ont fait ces idiots », je me rappelle plus l'expression qu'il a utilisée. Est-ce que ça avait été envisagé? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà envisagé ça? Donc, il y a tout un pan de cette histoire-là qui n'est pas encore connue. Il y a maintenant des possibilités d'ouvrir ça. Il a parlé aussi de poursuivre l'œuvre de la justice. Là, il parlait des criminels, des génocidaires, notamment ceux qui sont en France. Je pense que ce soir-là, ils n'ont pas dormi sur leurs deux oreilles. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Quand vous prenez le rapport du clerc qui reconnaît les responsabilités énormes de la France, accablantes de la France, et que le président en exercice, le président français en exercice, reprend les mêmes termes et y ajoute que la France savait, ça ouvre une possibilité de justice. Pour vous, les rescapés, qu'est-ce qui empêche les associations des rescapés aujourd'hui de regarder dans ce rapport? C'est clair, les personnes qui ont pris les décisions, les personnes qui ont, donc qui ont des responsabilités énormes, des associations de rescapés où qu'ils soient dans le monde, mais aussi des associations françaises qui ont été blessées parce que les valeurs françaises et les valeurs de la République française ont été foulées aux pieds. Si des individus, si des journalistes, mais aussi ou des membres des associations, si des personnalités comme Patrick de Saint-Exupéry a écrit le livre d'Inavouable, où on sent une souffrance terrible, c'est que les valeurs dans lesquelles il a toujours cru, dans lesquelles il a été élevé, dans lesquelles il a grandi, ont été complètement bafouées au Rwanda. Finalement, les Français, je pense que ceux qui aiment vraiment ce pays, quand ils voient ce qu'a été le rôle de la France au Rwanda, ne peuvent qu'être dégoûtés et ils peuvent se joindre aux associations de rescapés pour demander justice. Ce n'est pas interdit et ça s'est fait dans l'histoire. Je vous rappelle quand même que beaucoup de procès après la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas été initiés par les États nécessairement, à part le grand procès de Nuremberg. Mais c'était des associations des rescapés, c'était des rescapés juifs. Il ne faut pas attendre que tout soit fait par les États parce que les logiques des États, les logiques géopolitiques ne permettent pas toujours aux États de mener ce type d'action. Mais là, le champ est totalement ouvert. Et c'est ça l'intérêt à la fois de ce rapport, pour moi, et de la position et du discours de Macron à Kigali. Alors, le président Sarkozy est venu au Rwanda, d'accord. Il a parlé d'aveuglement, comme vous l'avez bien dit. Mais tous les successeurs de Mitterrand, que ce soit le président Chirac, le président Sarkozy et Hollande, aucun n'a voulu ouvrir le dossier sur le rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis du Rwanda. C'est une question de courage ou d'humanité, Madame Mukamabano? Bon, je ne veux pas dire que Macron n'est pas courageux ou qu'il n'est pas humain, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Le problème n'est pas là. Macron est allé à Kigali en tant qu'homme politique, en tant que chef d'État. Et comme vous le savez, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont pas beaucoup de sentiments, ils ont des intérêts. Il faut se poser la question, quel intérêt il avait à prendre ce risque à 10 mois des élections, parce qu'il y a des politiciens qui lui reprochaient ça, qui continuent d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est d'abord, c'est peut-être l'une de ses qualités, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui s'inscrit
dans toute une histoire française depuis le président de Gaulle jusqu'à présent, où les liens avec l'Afrique ont beaucoup compté. Ils ont compté politiquement, diplomatiquement et économiquement. L'Afrique a toujours été un atout pour la France. Bien sûr, principalement l'Afrique francophone, mais petit à petit, elle s'est ouverte un peu à quelques pays d'Afrique. Et dans le contexte actuel, c'est là où peut-être la jeunesse ou le pragmatisme de Macron, il a compris que la France ne pouvait pas rester enfermée dans le précaré francophone, avec ce qui se passe dans le Sahel. Parce que finalement, dans ces pays francophones, pendant des décennies, les entreprises françaises avaient le monopole. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils se retrouvent en concurrence avec les Chinois, avec les Turcs, avec les pays du Golfe. La voix de la France votait aux Nations Unies. Rappelez-vous, dès qu'il y avait une résolution présentée par la France, l'Afrique francophone et même d'autres pays anglophones, quelques pays anglophones suivaient. Le dernier exemple, peut-être que vous avez connu, c'est 2003, quand les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Irak et que Chirac s'y est opposé. Chirac a décrété, il y avait un sommet France-Afrique ici où le président Kagame était d'ailleurs. Chirac a décrété que tous les pays africains étaient derrière lui pour refuser l'invasion d'Irak. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Kagame, c'est le seul, dans une conférence de presse, qui a dit notre positionnement vis-à-vis de l'invasion de l'Irak, on prendra la décision au sein de nos institutions, au sein de l'Union africaine, mais on ne vient pas prendre les décisions, suivre les décisions de Paris. Les Français étaient choqués. Les Français étaient choqués parce qu'ils avaient l'habitude à ce que l'Afrique suive, les soutienne diplomatiquement. Donc, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où l'Afrique francophone est devenue très faible, avec les attaques terroristes de tous les jours, où les entreprises françaises ne peuvent pas se développer comme elles se développaient avant, ou au contraire, c'est la France qui porte à bout de bras la sécurité, sans que d'ailleurs ça marche. Vous savez, au moment où on parle, c'est hier que le président Macron a annoncé le retrait des troupes françaises du Sahel. Donc, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Et dans sa conférence de presse à Kigali, il a dit ouvertement, il a dit qu'il cherchait un nouveau partenariat avec l'Afrique. Moi, j'ai entendu un partenariat plus élargi, un partenariat de monde et de partenaires. Et pourquoi pas Kigali comme point de départ, qui remplit les conditions. Comme on dit, Kigali coche les cases. La sécurité, c'est pas la France qui va, c'est un pays qui a assuré sa sécurité, qui était que tout le monde pensait impossible au lendemain du génocide. C'est un pays qui a réussi à assurer sa sécurité tout seul, jusque maintenant à envoyer ses militaires aux quatre coins de l'Afrique, dans les troupes de maintien de la paix. Alors que tout le monde, au lendemain du génocide, on disait ce pays, il ne tiendra pas, il va éclater, ça va être la guerre civile. Donc, il a fait ses preuves de ce côté-là. Pour le moment, on touche du bois, il n'y a pas de terroristes encore dans ce pays-là. Ça, c'est économiquement, malgré le Covid, c'est un pays qui a été performant, qui ne tend pas la main. C'est un pays qui dit, donnez-nous les technologies, investissez chez nous et nous allons nous occuper de nous. Nous n'avons pas besoin d'être nourris par vous. Ça, c'est un discours que Macron entend et qui l'intéresse. Plutôt que des gens qui disent envoyez-nous des soldats, envoyez-nous des sacs de ceci, etc. C'est un discours qui l'intéresse. Le président Kagame, on peut dire que c'est l'avocat de la zone de libre-échange en Afrique. Un financier comme Macron, un libéral comme Macron, c'est un partenaire idéal, quelqu'un qui veut stabiliser. Donc, quand on dit Kigali, ce n'est pas que Kigali peut remplacer. D'ailleurs, la France ne quitte pas l'Afrique francophone. Elle est élargie, si je peux m'exprimer ainsi.
et avoir des partenaires qui sont de véritables partenaires et pas des, comment dirais-je, et pas des gens qui sont en demande permanente. Je crois que ça l'arrange. En allant à Kigali, il savait, lui, ce qu'il faisait pour la France. Je termine ici pour dire merci. Merci encore une fois, Madame Madeleine Moukamabano, d'avoir accepté mon invitation. Du cœur, merci beaucoup et bonne soirée. Merci carrément et bonne soirée à vous et bonne soirée à vos auditeurs, aux spectateurs et aux Rwandais. Murakoze cyane namwe kandi. Amen.